Ses livres, quelques-uns, alors que Michel Labrèche, lui, c'est pas des conférences. Il commence par le livre, puis il se dit, allez voir la fondation, puis maintenant, venez m'écouter, on va aller encore plus loin. C'est ça? C'est exactement ça, parce que le livre, selon moi, c'est la façon que moi j'ai d'atteindre les gens pour être capable de transférer mon savoir, c'est-à-dire des choses que j'ai réalisées. Et ça, dans le fond, ce livre-là, c'est simplement un acte de partage. Donc, je n'ai pas personne à convaincre, je n'ai pas personne, j'ai des gens à toucher, mais je ne veux pas imposer l'information qu'il y a dans le livre. Et ce n'est pas mon opinion, c'est l'expérience de ma vie qui a fait en sorte que j'ai été capable d'atteindre un certain niveau de savoir et une compréhension universelle que je me dois de partager et que je me fais fort de partager. C'est comme lorsque Einstein a découvert E égale mc carré, il ne pouvait pas rester dans son sous-sol ou dans son laboratoire avec ça. Il était obligé de partager ça avec les autres, même s'il savait qu'il ne pouvait pas prouver ses prétentions et même s'il savait que la gente scientifique de l'époque était pour rire de lui et le discréditer totalement, ce qui a été fait. Mais lui, quand il a écrit E égale mc carré, il n'a pas dit « je pense que E égale mc carré », je crois que E égale mc carré, il a dit je sais que E égale mc carré, c'est ça, point final, et que ça fasse votre affaire ou non, c'est ça la situation. Moi, je suis là pour vous le faire réaliser, vous l'expliquer, et c'est seulement lorsqu'il y a eu les horloges au plutonnium, 20 ans plus tard, qu'on a été capable de prouver que le temps était relatif et que l'hélicoptère qui était dans le ciel avec une horloge au plutonium, quoi qu'il était synchronisé ensemble avec son horloge sœur jumelle. En satellite autour de la Terre. Ou en satellite. C'est ça, oui, parce qu'à ce moment-là, ils ont découvert que l'astronaute qui se déplaçait à très haute vitesse autour de la Terre, le temps ne s'écoulait pas à la même vitesse que ceux en surface de la Terre. Parce que quand il revenait, les deux horloges n'étaient plus synchro. Exact. Et la seule façon d'expliquer ça, c'est de dire que le temps était relatif. Ah, ouais, incroyable. Hein? Incroyable. Et même, je vous dis qu'en fin de semaine, j'ai eu une information assez importante. Vous savez que sur la Terre, on a tous, donc un endroit où on reste. Et les gens qui restent au pôle Nord, c'est une chose. Au pôle Sud, c'est une chose. À l'équateur, c'est une autre chose. Mais vous savez que si on reste en Amérique du Nord ou en France, c'est évident que, moi je dirais, l'axe de la Terre étant légèrement incliné, il y a une rotation. On le voit là, avec le globe qui est là, justement. Il y a une rotation qui se fait, ouais. Mais les gens qui vivent ici, quand la Terre prend 24 heures à faire un tour, elle couvre beaucoup plus de surface que les gens qui vivent ici. Parce que les gens qui vivent ici, vous faites la surface du cercle accompli et c'est un certain kilométrage, tandis qu'ici, c'est une autre sorte de kilométrage. Exact. Donc, ça veut dire que le taux de vibration et de fréquence et de rotation n'est pas le même partout sur la Terre à cause de l'axe. Regarde ici des fois, parce que le public est ici, là. Je comprends, je comprends. Là, tu regardes nos amis en France. D'ailleurs, ils vont intervenir. Oui. On fait plusieurs heures d'entrevue ensemble. Et à un moment donné, ça va être à leur tour aussi de te poser des questions. Alors, le premier 10 minutes était attribué à eux autres. Et maintenant, je vais plus regarder mon interrupteur, mais surtout la caméra. Tu sais pas quoi, Richard? Elle est tellement discrète, cette caméra-là, que j'ai pas réalisé qu'il y avait une caméra juste là, à 2 pieds de moi. Puis moi, je voyais celle-ci surtout. Et moi, mes yeux ont fait de l'ambivalence d'ici à là. Mais là, je me rends compte que ça, c'est pas juste un trépied, c'est une caméra très discrète. Et c'est voulu. Et voilà. Et c'est voulu, c'est ça. Alors, passe inaperçu. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui viennent dans nos studios. À un moment donné, ils disent des choses, puis après, ils disent j'avais oublié la caméra, mais c'est vrai, on est en train de me filmer. Non, c'est ça. Alors là, tout ce que vous allez dire peut être retenu en votre faveur. C'est ça. Okay. C'est parfait. Pas contre vous, là, mais en votre faveur. C'est parfait ici. Ben oui. Hein? Alors, Michel, c'est sûr qu'avec les 8 tomes, il y a plein de sujets. Hein? On parle de l'âme, de la conscience. En gros, là, la conscience, ça revient tout le temps, la conscience. Parce que je te lance sur le sujet. Conscience, bon, je veux dire avec science, connaissance, veut dire avec naissance. Oui. OK? Donc, moi, c'est sûr que la conscience, ça m'invite beaucoup parce que c'est un état d'être-té qui fait en sorte que l'esprit qui est intangible et qui appartient à un monde invisible est capable de connecter à travers l'âme dans le corps physique et donc dans la matérialité de la trois-dimensionnalité de la Terre. OK? Donc, on est dans la matière parce que notre âme, c'est une interface qui nous permet d'avoir de l'esprit en contact avec de la volonté qui représente le corps physique. Donc, moi, c'est sûr que la conscience fait en sorte que plus la conscience va monter sur la Terre, moins il va y avoir de guerre d'ego, moins il y aura de guerre d'ego, moins il y aura de guerre. Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est la personnalité artificielle de l'être humain qui est façonnée au fil de l'expérience, qui fait en sorte que toutes les expériences qu'on a vécues dans cette vie-ci et dans les vies antérieures font en sorte qu'on a forgé notre caractère, nos attitudes, notre comportement, etc. Alors, l'âme, moi, je la vois un peu comme un réceptacle, un peu comme...
si vous voulez, de la plasticine, OK, de la pâte à modeler. Et si on prend, exemple, un objet solide comme une clé et vous l'imprimez dans la plasticine, qu'est-ce qu'il va avoir? L'empreinte de la clé physique va se retrouver dans la plasticine. Alors, les expériences qu'on vit, ça fait en sorte que ce qu'on vit va nous faire une expérimentation. L'expérimentation va nous donner une mémoire. La mémoire va se retrouver accumulée dans l'âme. Et lorsqu'il y a une accumulation de mémoire dans l'âme, elle est souvent positivée ou négativée, c'est-à-dire elle est polarisée vers la droite ou vers la gauche. Et cette expérience-là, si elle est comment je peux dire ça, positive, ben, elle va être agréable et ça va créer donc quelque chose de bien. Si elle n'est pas agréable, elle va être considérée comme négative. Alors, quelqu'un, exemple, je ne sais pas, moi, qui échoue à un test et qui ne passe pas, quelqu'un qui a un accident de voiture, bon. Et voilà, c'est télépathie. Alors, va faire en sorte que souvent, ça va être négatif et ça va causer une mémoire qui va être souffrante et la mémoire va nous rappeler la souffrance qui est attachée à l'événement. Si, exemple, vous gagnez un billet de loto et que vous avez de l'expérience positive parce que la mémoire, elle est agréable, parce que vous dites, j'ai gagné donc un montant, la tombola, etc. Et à cause de ça, je ne serai plus obligé de travailler et que le travail pour vous, c'est souffrant, mais ça va être considéré comme une expérience positive. Mais une expérience positive peut être positive en apparence et en fond s'avérer être négative. Parce que quelqu'un qui gagne un très gros montant et qui perd tous ses amis et que tous ses amis viennent les voir pour lui collecter de l'argent ou pour simplement lui demander « voudrais-tu me prêter de l'argent » etc., va faire en sorte qu'il va dire ben, « finalement, c'est pas si fun que ça, gagner de l'argent, un gros montant, parce que finalement, ma vie, ça ne change pas le monde, sauf que ma vie est changée, mais elle n'est pas changée comme j'aurais pensé. » Pas nécessairement positivement. Pas nécessairement pour un... Et on pourrait dire inversement aussi, un événement malheureux peut devenir aussi positif. Et voilà. Et c'est pour ça que ma sœur dit à tout malheur, bonheur. Donc, il faut savoir prendre dans toute chose qui est considérée comme une expérience négative, quel est le point positif. Et hier, quelqu'un qui est très éduqué me disait, Michel, si un peuple vient conquérir un autre peuple, c'est une chose. Mais dans le fait de la conquête, si, exemple, les Romains ont conquis la France, il y a 1000 ans, 2000 ans, c'est bien évident que tout ce que la France a comme tradition, okay, c'est grec et romain. Et il y a beaucoup de langues latines qui n'ont que la tradition grecque. Mais nous autres, le français du Québec qui vient du français de la France, c'est grec et romain. Et à ce moment-là, il dit, moi, je suis la personne la plus fortunée que les Romains sont venus nous conquérir parce qu'ils ont laissé partout l'effervescence de leur culture qui était à leur apogée. Donc, il y a des places, tu vas à Lyon, il y a des atriums, et il y a des statues, il y a toutes sortes de choses, il y a des vestiges qui fait que finalement, ça l'a déteint sur le peuple français. Et au bout de la ligne, le peuple français a bénéficié dans l'aspect négatif de la conquête, d'avoir une conquête qui était bénéfique pour eux autres. Parce que ça leur a apporté beaucoup. Exactement. Donc c'est sûr que de l'autre côté, si vous prenez la conquête de Hitler, ça c'était une conquête qui n'était pas tellement, positive. Ouais. Et on a été conquis, et là il y a eu la résistance en France, etc. Et c'est sûr et certain. Aujourd'hui, si on parle d'Hitler, lui il voulait créer un peuple, l'espace vital pour l'Allemagne. Aujourd'hui, on appelle ça la communauté économique européenne. Si on veut. Si on veut. Finalement, on arrive au même résultat, mais par un autre chemin. Lui, c'était violent. C'est ça, il ne faut pas être violent. Il ne faut pas que notre expérience vienne empiéter sur le bien-être et la liberté des autres. Bon, dis-moi donc, Michel Labrèche, un gars comme toi, là, qui était notaire, qui a travaillé avec... Je suis encore notaire. Oui, mais avec... j'ai plus de bureau, c'est pas pareil. C'est ça, mais avec des grands noms. Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vivre avec cette énergie-là, avec cette conscience-là, ça ne doit pas être facile de vivre avec tout le monde qui n'est pas conscient. Bien, il faut savoir, premièrement, s'ajuster à soi-même, c'est la première chose. Quand on a des descentes d'énergie, ce qui arrive, c'est qu'on peut être dans un mode d'apprentissage, un mode d'assimilation. Et lorsqu'on a une descente d'énergie, l'énergie, souvent, elle rentre de façon tellement drue, tellement intense, que ça peut nous-mêmes nous déstabiliser. Et souvent, on a des chocs de réalisation et ça dépend, on est où dans notre vie à ce moment-là et c'est quoi notre force intérieure.